Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision centrafricaine, merci d'avoir choisi ces doubles stations nationales pour vous informer en temps réel de ce qui se passe en République centrafricaine. Vous êtes présentement dans l'émission Parole au gouvernement, consacrée essentiellement au bilan sectoriel des 2 mandats de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra depuis son accession à la magistrature suprême de l'État en 2016 à ce jour. Nous avons le grand plaisir de recevoir dans cette nouvelle édition le ministre en charge de l'équipement et des travaux publics, en l'occurrence, monsieur le ministre Éric Mathieu Récossé-Camo, qui est déjà d'ailleurs avec nous. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale. Merci pour votre accueil. Merci. Pour cet exercice de jeu questions-réponses, je ne serai pas seul, je suis avec mes 2 confrères qui vont s'entretenir avec vous pendant une demi-heure en version langue française sur le bilan du secteur que vous chapeautez. Marjorie Ngongo, journaliste, présentatrice à la télévision centrafricaine. Enchanté. Éloi Belongo, journaliste. Enchanté. Et moi-même, bienvenue Bissayo, journaliste, présentateur, réalisateur à Télé Centrafrique et directeur général de la télévision nationale. Monsieur le ministre, avant de plonger dans le cœur de cet entretien avec vous, nous allons vous demander en quelques fractions de minutes de dévoiler votre portrait à ceux qui vous ne connaissent pas d'ici et d'ailleurs. Qui êtes-vous? Quels ont été vos parcours professionnels, étudiantins et scolaires pour nos fidèles téléspectateurs auditeurs? Ok, je vous remercie. Je m'appelle Mathieu Éric Récossé. C'est pas Récossé parce qu'à l'habitude, je vois même à la télévision, j'espère que vous allez prendre note pour que ces corrections soient apportées une fois pour toutes. C'est Récossé Camo. Je suis marié, père de 6 enfants. Mon parcours, j'ai commencé mon parcours à Bangui. J'ai fait toute ma scolarité ici. D'abord une partie, première partie à Bangui. J'ai fait l'école maternelle à la Cité Christophe. J'ai fait mon école primaire à l'école La Kwanga. J'ai fait le premier cycle au lycée Jean-Bédel Bokassa jusqu'en 3e avant d'aller au lycée technique où j'ai eu mon bac. Bac série G2. J'étais major de ma promotion à cette époque avant de m'envoler pour la France pour continuer mes études supérieures. Ces études ont été sanctionnées par d'abord une licence en administration économique et sociale et j'ai fait une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières avant de faire l'expertise comptable. Je suis expert comptable à la base, je suis expert judiciaire, j'ai été secrétaire général de l'UNPC, l'Union patronale centrafricaine. Donc en ce qui concerne mes travaux exactement. Mais je viens du secteur privé, je suis un pur produit du secteur privé. Donc voilà, très brièvement décrit mon parcours. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire dans quel secteur j'ai évolué, mais du fait de la pluridisciplinarité de ma formation, ça m'a donné l'opportunité de travailler dans plusieurs secteurs de l'économie de la République centrafricaine, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du pétrole, dans le secteur de mines, etc. Merci donc à vous, monsieur le ministre, d'avoir éclairé la lanterne de nos compatriotes sur votre parcours aussi élogieux. Et nous retenons que vous êtes spécialiste, expert en finance, ce que nous pouvons retenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous inviter avec nous de suivre le discours historique qu'a prononcé son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, au mois de décembre de l'année dernière, devant la représentation du peuple centrafricain. Après quoi, nous allons ouvrir le bal des discussions juste après ce discours. Okay. Dans le domaine de l'équipement, réalisé entre autres la construction du pont Sapeke d'une longueur de 36 mètres linéaires à Bangui, le bitumage de la voirie urbaine à Bangui et à Bambari de 62,77 km, la construction des gares routières de Boire, Bambari, Ndélé, Sibut, Bossembélé, Berberati et Mongumba, et des 2 aires de repos à Yaloké et Galo. L'aménagement de la route en terre Kagabandoro-Mbré, Ndélé, longue de 333 km.
la construction d'un pont métallique d'une longueur de 45,7 mètres linéaires à Bamingi et d'un autre d'une longueur de 42,612 mètres linéaires à Kagabandoro, baptisé pont Serebanda. La réhabilitation de 2025 km de routes et pistes rurales dans les préfectures de Luam, Luam-Pende, la Nana Gribizi, le Bamingi Bangouran et la Vakaga. Le lancement des travaux de réhabilitation de la route en terre Ndele Birao Amdafok, long de 514 km. L'acquisition d'une centrale enrobée pour un coût total d'1,8 milliard de francs CFA, installée au PK24, route de Boili. Le bitumage du tronçon Baoro-Bois d'une longueur de 60 km et la construction de 2 ouvrages d'art en 2020. Mes chers compatriotes, je me réjouis de vous informer que suite à la mission officielle que j'ai effectuée à Kampala, en Ouganda, le 8 octobre dernier, un projet de construction d'un corridor reliant les villes centrafricaines d'Obo, Bambouti et Zemio à l'Ouganda via le Sud-Soudan a été retenu en vue de favoriser les échanges commerciaux entre nos deux pays. Eh bien, Monsieur le Ministre, vous venez de suivre avec nous l'extrait du discours prononcé le 28 décembre dernier par son excellent professeur Faustin Tronche-Touadéra devant les députés de la 7e législature, juste à l'entrée de la nouvelle année, édition 2025. Dans son propos, en substance, le numéro 1 centrafricain met un accent particulier sur le désenclavement de la République centrafricaine qui devrait passer nécessairement par la construction de routes. Alors, dites-nous à ce jour, quelles sont les grandes réalisations enregistrées dans le secteur des travaux publics? Je vous remercie. Déjà, le chef de l'État a fait mention de plusieurs réalisations dans ses propos liminaires. Et ce que je voulais déjà dans l'entame de mon propos signaler, c'est que nous sommes, en tant que membres du gouvernement, chargés de traduire dans les faits, dans les actions, la vision politique du chef de l'État. C'est nous qui mettons en musique la vision du chef de l'État. Et comment ça se passe? Parce que aujourd'hui, nous évoluons sur la base d'une lettre de mission, parce qu'il y a un chef de gouvernement, le Félix Moloa, qui, à l'entame de chaque, après la mise en place du gouvernement, adresse une lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, il décline les missions qui sont assignées, les tâches qui sont assignées à chaque ministre. En ce qui concerne le ministre des Travaux publics que je suis, la déclinaison s'est fait sur 8 points. Et le premier point, c'est ce problématique de désenclavement, de la République centrafricaine. Donc, le défi que nous devons relever, c'est de désenclaver, un désenclavement d'abord interne et un désenclavement externe. En ce qui concerne le désenclavement externe, vous avez entendu que le président a fait un déplacement en Ouganda où, avec le président ougandais, ils ont émis l'idée de construire un corridor. Indépendamment de cette volonté qui a été déclinée par l'Ouganda, nous avons moi-même conduit une délégation au Sud-Soudan. En prélude à cette mission que le président a effectuée en Ouganda, nous avons effectué une mission au Sud-Soudan pour discuter aussi ces mêmes problèmes, ces problématiques de désenclavement extérieur, en créant des corridors sous-régionaux. Donc des corridors sous-régionaux pour permettre une meilleure circulation, l'échange, le développement des activités économiques. Et aujourd'hui, je puis vous dire qu'il y a une mission qui a été conduite par mes techniciens et ceux du Sud-Soudan pour faire l'APS. Ils ont fait toutes les études, déjà une partie des études, depuis la frontière, depuis le Djouba, et Djouba jusqu'au niveau de Sibut, pour faire l'étude en ce qui concerne le bitumage.
Ça, ce sont les projets, c'est la projection, nous pouvons en parler plus. Mais ce qui est d'actualité, le désenclavement vers l'extérieur, vous avez vu que nous, déjà notre pays, qui est un pays enclavé, nous n'avons pas une ouverture vers la mer, donc nous sommes obligés. Aujourd'hui, le seul corridor qui fonctionne, c'est celui qui va de Bangui à Douala en passant par Garamboulaye. Et c'est notre seul corridor. Et c'est dans cette perspective que nous avons obtenu de la Banque africaine de développement un financement sous-régional pour faire ce qu'on appelle le corridor CD13 qui va nous relier, ce corridor va relier Pointe-Noire, Brazzaville, Bangui, N'Djamena. Ce projet est déjà en activité et a commencé déjà sa mise en œuvre. Et nous poursuivons aussi ce désenclavement au niveau interne par plusieurs axes, ce que le président a rappelé, notamment sur le financement de la Banque mondiale. Nous avons pu réhabiliter 400 km de pistes rurales dans l'Ouambouan-Pende. Nous continuons déjà. Et aussi l'autre axe, c'est sur la route nationale 8 qui est partie depuis, dans le cadre du premier projet, le PCR, qui est parti de Sibut, de Kakabandoro, Bamingi, Ndeli. Ce projet, cet axe est déjà ouvert, le chantier a été réceptionné et pour l'heure nous sommes sur l'axe Ndeli pour aller vers Ouada Djalé et puis la finalité c'est Amdafok en passant par Birao. Et nous avons aussi en perspective, nous avons lancé très récemment, vous vous souviendrez, au mois de septembre, le chef de l'État a lancé les travaux de chantier de Bambari à Linda au Congo qui sont d'actualité. Nous avons lancé aussi des études, parce que ce sont les études qui permettent déjà de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires au financement pour certains axes, notamment dans l'Ouest. Cette étude, par exemple, dans le cas de la zone Ouest, cette étude a été menée par la CEMAC, la commission CEMAC qui a mené les études, qui a financé les études et qui vont nous remettre dans les jours à venir. Nous avons inscrit cela dans le cadre du PND pour permettre de mobiliser les ressources qui va relier Mbaïki, Boda à Yaloké. Et nous avons aussi bon espoir que les projets vont continuer en ce qui concerne. Nous avons mené les études pour faire les études de bitumage de la route qui part de Sibut parce qu'il faut faire la jonction jusqu'à Bangassou. Ce sont toutes ces perspectives, ce sont ces défis que nous sommes en train de mettre. Pour certains, les études ont été réalisées et pour d'autres, les études vont être menées. Et pour certains, nous sommes en train de pouvoir réunir les moyens pour pouvoir mobiliser les ressources afin de parvenir à cette connectivité de toutes les villes de la République centrafricaine. Monsieur le ministre, nous restons dans ce registre consacré au bitumage des grandes artères ainsi que les rues de la capitale et ses périphéries avec M. Belongo. Oui, tout à fait. Beaucoup d'efforts ont été faits et des visu, on constate que Bangui est en train de changer par les actions que vous menez, tous azimuts dans la ville de Bangui. Cependant, on note également un certain nombre de dégradations qui arrivent, bien que le bitume soit passé, mais les routes se dégradent très rapidement. Quelle explication pouvez-vous donner, monsieur le ministre, par rapport à cet état de choses? Si les routes sont bitumées et aussi enrobées, comme on l'a vu, c'est très beau. Malheureusement, les premiers travaux qui ont été faits, ça pourrait être les couches qui seront supplémentaires, mais on déplore. La population commence à se rencontrer avec les trous dans les routes. Comment expliquer cela? Je comprends bien l'impatience de la population et vous comprenez, après avoir connu des moments difficiles où on appelait les Kisoro et que les choses commencent à s'améliorer, ils sont impatients d'avoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus d'une fois j'ai communiqué déjà à ce sujet pour expliquer que la construction d'une route passe par plusieurs étapes. Il y a l'étape qui commence déjà par pour gratter la route, enlever les aspérités et puis faire les premières couches. Donc vous voyez que les travaux qui ont été, les marchés qui ont été donnés à ces entreprises qui ont évolué, pour lesquelles vous décrivez l'État, ce sont la préparation pour recevoir l'enrobé. C'est-à-dire, c'est des trucs en première couche ou en seconde couche. En seconde couche, parce qu'il y a deux, c'est ce qu'on appelle
soit en monocouche, c'est-à-dire on passe seulement juste les ingrédients pour permettre à ce que le goudron vienne stabiliser. On prépare en fait le passage en finalité de l'enrobé. La route finie, c'est ce que vous avez vu, vous êtes en train de constater au niveau du centre-ville. Au niveau de tout le centre-ville, tout ce que nous avons fait, c'est comme ça que ces routes vont se faire, vont se construire. Donc je demande à la population de patienter. C'est vrai qu'il y a certaines zones, quand on commence à préparer ces chaussées, il y a des zones marécageuses, il y a des zones argileuses, et ça ne réagit pas toujours de la même manière. Donc c'est pour cette raison qu'il y a ces trous, ces nids de poules qui sortent, ainsi de suite. Mais tout ça, ça va être corrigé. Donc il y a... Est-ce que ça ne va pas implémenter encore le coût? C'est évident qu'il y a des points d'attente qui vont être réalisés pour pouvoir corriger. Quand l'enrobé va arriver, on sera obligé de corriger. Mais nous attirons toujours l'attention de ces entreprises éducateurs de ces marchés, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre. Nous avons un bureau de contrôle qui veille à cela, pour que ces corrections soient menées, soient portées au fur et à mesure que les travaux avancent. C'est juste pour permettre à ce qu'on puisse contribuer à embellir, à faire les routes d'une manière qui doivent répondre aux normes internationales. Parce que nous ne faisons pas ces travaux que vous voyez qui sont en train d'être réalisés, sont faits sous le contrôle d'un bureau de contrôle. Un bureau de contrôle qui veille à ce que le cahier des charges soit respecté par les entreprises qui mettent en œuvre. Monsieur le ministre, en toute chose, il y a toujours des contraintes, mais on note avec satisfecit que Bangui est en train de faire peau neuve en ce moment. Et même à l'extérieur, nos compatriotes de l'étranger en sont fiers. Nous poursuivons donc le fil noir de cette entrevue avec vous. Cette fois-ci, nous allons aborder la question liée au projet Corridor 13, qui était un projet crucial pour le désenclavement de notre pays. Okay. Pour ça, Monsieur le ministre, les travaux de construction du corridor 13, c'est-à-dire la route qui part du Congo-Brazzaville au Tchad en passant par la République centrafricaine, connaît déjà un début d'exécution, mais les riverains et autres usagers pensent qu'un retard est accusé dans sa mise en œuvre. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? Je me réjouis déjà, je saisis cette opportunité pour exprimer toute nos gratitudes déjà à la Banque africaine de développement pour le financement. C'est la première fois qu'on atteint un tel niveau d'investissement, 167 milliards, voyez-vous, de francs CFA qui sont consacrés à la réalisation de projets. Avant qu'on rentre dans les détails, pour que je vous dise, je vais essayer de décliner un peu la structuration de ce projet. Le projet, on a consacré 116 milliards à peu près pour les travaux routiers. Parce qu'il y a plusieurs composantes dans ce projet. Il n'y a pas que la création de la route. Donc dans ce projet, vous avez les travaux routiers. On estime à peu près à 116 milliards. Nous avons aussi l'aménagement fluviaux et portuaire. Parce que nous allons intervenir pour pouvoir construire un nouveau port à Mungumba et puis quelques débarcadères, ainsi de suite, à hauteur de 12 milliards. Nous avons prévu aussi des aménagements connexes. Les aménagements connexes, c'est quoi? Puisque c'est un corridor, c'est une voie qui doit permettre la fluctuation ou la migration de deux peuples du Congo. Donc il y a des écoles, il y a des centres de santé qui sont des centres, par exemple la création d'une maison de femmes, des jeunes, tout le long de ce corridor. Voyez-vous, c'est pour créer des activités dans cela. On a prévu pour 9 milliards à peu près qui sont prévus pour permettre de le faire. Il y a aussi des appuis spécifiques. Dès lors qu'on construit les infrastructures, il faut qu'il y ait des appuis spécifiques en faveur des jeunes et des femmes à hauteur de 500 et quelques millions. Et puis l'amélioration, sécurisation, facilitation du transport fluvial. Vous voyez, parce que sur le transport fluvial, il faut faire les dragages, il faut baliser le fleuve pour permettre à ce que le fleuve soit navigable en toute sécurité. Bon, il y a aussi des appuis au secteur du transport et l'organe. Donc, voyez-vous, c'est ça, toutes ces composantes qui sont liées dans le projet de CD13. Alors, s'agissant du retard, effectivement, je peux comprendre la population parce que ce projet a été signé depuis 4 ans, parce que nous attendons la 4e année.
nous avons eu des difficultés sur le plan administratif pour la mise en place des organes de l'unité de gestion. Des unités de gestion, l'unité de la coordination de gestion, qui a mis du temps, qui a un peu à l'origine de ce démarrage un peu tardif de la mise en œuvre du projet. Et ce qu'il faut souligner, c'est l'occasion aussi pour permettre aussi à la population de comprendre, c'est que c'est sur le financement d'une banque, d'une structure qui a ses règles de fonctionnement. Dans le cas d'espèces, je vais vous expliquer un peu comment le processus. Aujourd'hui, sur ces lignes, par exemple, les travaux routiers, nous avons identifié, nous avons divisé pour permettre à ce que les entreprises puissent travailler plus consciencieusement. Nous avons fait sur le parcours qui quitte Gouga, qui est à la frontière, qui arrive à Mongumba avec un pont de 380. C'est un premier lot. C'est le premier lot qui a été identifié. Et on quitte Bosarangba pour arriver à Mbaïki, c'est le deuxième lot. Il y a un autre lot à Bosarangba, à Mbaïki. Il y a aussi les travaux de la voirie urbaine de la ville, à peu près 6 km de voirie urbaine dans la ville. Et après, on quitte Mbaïki jusqu'à Bosongo. C'est un autre lot, et de Bosongo jusqu'à Bangui, et jusqu'au PK9. Le cinquième lot que nous sommes en train de constituer avec... que nous sommes en train de voir avec l'équipe de la Banque mondiale, c'est la construction du pont sur le Poko avec 2 voies et la voirie urbaine à partir du PK9 jusqu'au PK0. C'est le 5e lot que nous sommes en train de faire. Alors, dès lors que nous identifions cela, il y a des documents qui sont préparés, des documents d'appel d'offres, ce qu'on appelle les DAO. Ces documents d'appel d'offres doivent faire des allées-venues entre l'unité de coordination et la banque. Il faut que la banque valide ces documents que nous préparons dans un premier temps. Et ça prend du temps déjà. Et quand ils valident la documentation, nous lançons les appels d'offres. Nous lançons les appels d'offres, nous recevons les appels d'offres, nous dépouillons ces appels d'offres, nous faisons l'analyse de ces dossiers. Nous faisons l'analyse de ce dossier et nous retenons une entreprise. Quand on va retenir cette entreprise, nous envoyons les résultats de ce dépouillement au niveau de la banque pour obtenir de la banque l'avis de non-objection. C'est toute une étape. Il y a plusieurs étapes et ce sont ces étapes qui font qu'il y ait des consultations puisqu'on travaille avec l'extérieur et c'est ça qui met du temps pour pouvoir faire la mise en œuvre. Pour l'heure, je puis vous dire que nous avons franchi dans un premier temps cette étape où nous avons attribué les 2 premiers lots, c'est-à-dire le lot qui quitte Gouga, Mongumba avec la construction du pont. Ce lot a été attribué au départ en novembre 2022, si ma mémoire est bonne, à une structure, une entreprise turque dans un premier temps. Et le deuxième lot qui quitte Gouga pour Mbaïki a été attribué à un groupement, cette école Sino Hydro, qui ont eu ce lot. Nous avons lancé le deuxième lot de cette école Sino Hydro, que nous devons même, quand on aura fini cette émission, nous devons faire une visite de chantier, parce que nous avons l'obligation de faire la visite de chantier de chaque mois pour essayer de voir l'état d'avancement. Ce chantier marche très bien, parce que nous sommes pratiquement, cette entreprise, ils sont pratiquement, en termes de dégagement, ils sont pratiquement à 90% de dégagement. Ils ont commencé même à construire les dallos, tout se passe très bien avec cette entreprise où ils ont installé tous les centrales, concassage, et ainsi de suite, les chantiers. Ça marche très bien. Par contre, le premier lot, on a eu des soucis où l'entreprise qui était adjudicataire a été défaillante. Du coup, nous étions obligés, nous avons eu le regret de reprendre la procédure pour pouvoir résilier ce contrat. Et nous sommes en ce moment en train de relancer avec la banque la procédure pour voir comment on doit attribuer à une autre entreprise. Alors, donc le deuxième, sur l'axe de Mbaïki-Bangui, il y a le lot qui a été attribué à Kofi Apac, c'est une entreprise burkinabé qui doit prendre Mongumba jusqu'au niveau de PK9, comme je l'avais dit tantôt. Cette entreprise est déjà en place. Ils sont en train de mettre en place leur base vie pour permettre de démarrer, faire venir les engins. Ils attendent aujourd'hui la documentation sur l'exonération pour leur permettre de faire entrer les machines et comme ça. Voilà, c'est tout cela qui
tous ces facteurs que je viens d'énumérer, qui sont à l'origine peut-être de retards, qui sont à l'origine de ces retards. Mais nous faisons de notre mieux pour essayer de raccourcir tous ces délais. C'est pour cette raison que nous travaillons d'une manière permanente avec l'équipe de la BAD pour assurer le suivi, où chaque semaine nous faisons l'état des dossiers qui sont en instance, nous essayons de les relancer pour essayer de pousser, nous mettons notre poids pour pouvoir le faire. Indépendamment de cela, voilà un aspect qui était à l'origine de ce retard, c'est par rapport à l'étude des impactés, des personnels affectés par le projet. Parce que dans le projet, c'est un point très important que la banque accorde. C'est-à-dire tout ce qui est les études d'impact environnementaux qui ont pris du retard aussi, parce que voyez-vous, quand les premières études, l'identification des impactés avait commencé en 2019, en 2021, dès la signature du contrat, on a fait déjà les premières études. Mais à cause des situations d'instabilité que nous avons connues, il y a eu tellement de mobilité de la population, il y a certaines populations qui se déplaçaient pour aller à Bétou, ainsi de suite. Donc ça a un peu perturbé, ça a un peu remis en cause la délocalisation, ce qui a un peu retardé la confirmation du montant. Mais ça a été fait. Il y a 3 semaines de cela, nous nous sommes déplacés pour lancer le paiement des impactés. Voyez-vous, dans ce cadre, nous avons injecté dans l'économie de la sous-région de la Lobaye à peu près 1,3 milliard que nous avons pour pouvoir indemniser les gens, et ce qui permet le déploiement correct, le travail de cette entreprise. Monsieur le ministre, nous passons à un autre projet également très important pour le désenclavement de la République centrafricaine, sur le projet Corridor 14, qui devait normalement relier Bangui, capitale centrafricaine, à Zongo, en dehors de nos frontières, en République démocratique du Congo, qui est un pays d'ailleurs limitrophe à la République centrafricaine. Où en sommes-nous exactement avec ce projet? Ce projet avance bien, parce que là, il y a 3 semaines de cela, il y a une équipe, notre équipe, la délégation centrafricaine s'est déplacée à Kinshasa pour rencontrer la délégation de la RDC, où nous avons débattu, essayé d'identifier tous les éléments du projet. Et après, cette mission aussi est revenue à Bangui. Nous avons fait une séance de travail ici pour pouvoir faire le tour des préoccupations. Parce qu'il faut rappeler que ce pont, en ce qui concerne la République centrafricaine, c'est juste cette pension. Il fallait aussi y adjoindre nos besoins. Et dans le cas d'espèce, nous avons fait prendre en compte la voie de contournement de la ville de Bangui, parce que ce sera une voie qui va, parce que le pont va être construit vers Sao, donc on va contourner derrière les collines pour rattraper la route nationale numéro 3 et la route nationale numéro 1, pour permettre à ce que quand les véhicules viennent par exemple de Douala, qui ne traversent pas la ville de Bangui, ils font le contournement pour aller. Et puis il y a aussi d'autres aspects que nous avons discuté avec la partie congolaise, c'est sur l'implantation, là où la localisation de l'unité de gestion, et aussi tout ce qui concerne l'emplacement de bureaux de contrôle, ainsi de suite, et puis certains aspects techniques en ce qui concerne les taxes à l'essieu, quelle réglementation nous devons faire, parce que au niveau de notre pays, nous avons une réglementation sous-régionale qui est édictée par la CEMAC, qui indique le poids à l'essieu, ainsi de suite, et puis les pénalités s'il en était. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez discuté également des implications qu'il pouvait avoir sur le plan migratoire, sur le mouvement de population entre les deux pays? N'oublions pas que c'est les réservoirs d'Ebola et machin, tout ça. Hein. Est-ce que vous avez discuté? Mais comme nous sommes en train de faire, tout à l'heure, j'ai évoqué dans le cadre du CD13, nous allons construire vraiment un poste frontalier qui intègre tous les services déconcentrés de l'État, notamment la santé. Même on n'a pas besoin de cela puisque ça existe déjà. Actuellement au niveau de Mumbai, il y a les services déconcentrés dans le domaine de la santé qui sont toujours en alerte, ainsi de suite. Donc ça fait partie de cela où nous sommes en train de voir, va-t-il implanter 2 postes frontaliers ou installer un seul poste frontalier, soit de notre côté ou sur le côté de la RDC, où tous les contrôles
que vous venez d'évoquer pourront être menés. C'est beaucoup plus l'aspect économique que nous visons, dans l'intérêt. C'est beaucoup plus là, parce que c'est un gros marché. Pour nous aussi, c'est un grand marché, la zone de l'Équateur. Et cette route, rappelons-le, ne s'allie pas seulement, c'est pas un pont qui s'arrête à Zongo. C'est un pont qui donne la voie, parce que l'objectif, c'est cette voie qui va à Kisangani, qui va traverser pour aller à Bujumbura, ainsi de suite, jusqu'au niveau de la mer. C'est ça la volonté. Et l'autre côté, c'est au niveau de Bangui qui va traverser pour aller au Nigeria, le Cameroun et le Nigeria. C'est ça. C'est un projet, rappelons-le, de la CEAC. Ce n'est pas un projet de la République centrafricaine en tant que tel, c'est un projet de la CEAC. Intégrateur. C'est un projet intégrateur et que nous bénéficions des appuis de beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, beaucoup de partenaires, parce que le lead, dans le cadre du CD14, c'était la BAD qui assurait le lead. Aujourd'hui, l'Union européenne est très intéressée par cela, parce que nous sommes en train de discuter pour voir qui prend quoi en charge. C'est cette répartition des charges que nous sommes en train de faire. Après l'identification du projet, c'est l'étape suivante que nous allons engager. Évidemment, monsieur le ministre, nous allons donc rester dans ces questions qui touchent au désenclavement d'une manière globale de notre pays, tout en revenant au discours du président de la République qui parlait de 1200 km de routes dans l'arrière-pays et qui seront bitumées. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les régions qui seront couvertes par ces routes bitumées? L'objectif, c'est qu'on ne va pas identifier une région au détriment d'autres. C'est tout l'étendue du territoire. Et nous avons procédé à déjà des études. Je disais tantôt, nous avons confié ces études à des bureaux d'études locaux. Je vais citer par là, par exemple, l'EDGE qui nous a déjà remis ce document en ce qui concerne la route entre Sibut, Kakabandoron, Délé, Birao, Amdofok. La faisabilité. Non, on ne peut pas parler de faisabilité. On parle juste des études de bitumage, du bitumage, parce que ce sont des routes qui existent déjà. Nous avons les données techniques, mais maintenant, combien? C'est vrai qu'il y a des standards. En matière de route, il y a des prix standards qui sont des prix indicatifs. Par exemple, aujourd'hui, on va nous dire que 1 km de route enrobée, c'est 1 milliard, 1 milliard 200 en fonction de si c'est dans la ville ou c'est dans l'arrière-pays, si c'est des routes en terre. Aujourd'hui, nous voulons passer cette étape parce que la route en terre, nous avons vu que avec les changements climatiques et avec l'absence de protection de ces routes, les routes se dégradent très rapidement. Donc du coup, nous voulons aujourd'hui immigrer vers ces bitumages. Alors pour ce faire, nous avons confié ces études à ces bureaux, comme je le disais tantôt, et nous avons déjà obtenu pour certains bureaux d'études déjà les résultats. Ce qui nous permet aujourd'hui de passer à la phase suivante sur la négociation. Et c'est dans le cadre que nous avons inscrit tous ces routes qui sont identifiées et pour certains chiffrés. Nous avons intégré dans le PND pour lequel le ministère de l'équipement et des travaux publics occupe une place importante pour permettre à ce que les infrastructures routières soient prises en compte dans le cadre de ce PND par les partenaires. Et d'autres projets également avec d'autres pays amis de la République centrafricaine, notamment l'Ouganda et le Sud-Soudan. Et ce projet doit également concourir au désenclavement de la République centrafricaine. Et cette question vous sera posée par notre consoeur Majorine Ngongo. Oui, M. Bissayo, dans le partenariat avec la République de l'Ouganda, le projet de construction d'un corridor reliant les villes centrafricaines d'Obo, Bambouji et Zimio à l'Ouganda via le Soudan Sud a été retenu en vue de favoriser les échanges commerciaux entre nos deux pays. Quelles sont les dispositions prises par la partie centrafricaine pour la réalisation de ce projet vital pour nos deux pays? Bon, c'est vrai que la volonté politique s'est manifestée à travers, lors de la rencontre des deux présidents, pour cette volonté de le faire. Mais comme je l'avais énoncé à l'entame de mes propos, sur le plan technique, nous avons pris le devant. Je peux vous dire que, en ce qui concerne le département des travaux publics, nous avons échangé avec les autorités sud-soudanaises avec lesquelles nous avons franchi des étapes. Aujourd'hui,
par ma position, de par les informations, je n'ai pas une proposition concrète avec l'Ouganda, je peux vous dire. Il y a une volonté politique qui est là. Je n'ai pas encore rencontré mon homologue ougandais pour pouvoir définir les modalités pratiques. Mais sur le plan pratique, nous avons évolué avec le Sud-Soudan, puisque ce qui nous concerne le plus, c'est la partie de notre pays, la partie de la frontière pour venir jusqu'à Sébi. Et nous avons fait déjà l'APS. Nous disposons déjà des avant-projets. Bon, c'est du concret. Maintenant, nous avons envoyé, parce que mon collègue ougandais avait manifesté le désir de venir à Bangui pour qu'on puisse discuter. Et j'attends toujours son passage. J'ai envoyé la lettre d'invitation, mais depuis un moment, j'attends toujours la concrétisation de cela. Pour l'heure, il y a la volonté politique qui est là, mais nous attendons de mettre tout ça en musique. Mais de l'autre côté, ce que je pourrais dire, c'est que nous disposons déjà d'un élément là. Mais ce que je voulais aussi rappeler, c'est que quand nous avons pris la décision de nous rendre au Sud-Soudan pour engager cette discussion, c'est pour la simple bonne raison que nous avons compris des partenaires techniques et financiers que la République centrafricaine, compte tenu de tout ce que nous avons vécu, notre enveloppe n'est pas assez conséquente pour prendre en charge. Donc il faut que nous évoluions sur une autre stratégie qui consiste à faire ces projets sous-régionaux, ces projets intégrateurs qui sont susceptibles d'être suivis par les partenaires. En l'occurrence, la BAD est intéressée par ce projet parce que nous avons discuté d'abord avant notre déplacement sur le Sud-Soudan avec l'équipe de la BAD ici qui a marqué son accord et qui est disposée à financer la suite des études. Et quand nous sommes arrivés aussi au Sud-Soudan, nous avons discuté avec l'antenne, enfin l'équipe de la BAD, le bureau régional de la BAD qui se trouve au Sud-Soudan pour essayer d'harmoniser nos points de vue là-dessus. Donc, voyez-vous, c'est dans notre intérêt parce que c'est un moyen de mobiliser davantage de revenus qui dépassent notre quota sur le plan national. Donc, c'est un projet que nous appuyons, nous suivons de près, nous activons pour permettre d'avancer. Nous attendons, mais même l'équipe lorsque j'avais rencontré à Brazzaville mon homologue de la RDC, ils étaient aussi disposés à faire partie, en prenant une partie, puisque quand on parle de l'Ouganda, on peut passer aussi sur le territoire de la RDC pour atteindre la frontière. Donc il y a toutes ces opportunités et nous envisageons de nous rencontrer très rapidement avec les 4 autres pour permettre de relancer. Monsieur le ministre, nous restons toujours dans ce chapitre consacré aux travaux de réhabilitation des routes dans l'arrière-pays. C'est toujours avec Éloi Bellon. Oui, on nous parle d'une route carrossable sur une longueur de 514 km qui devait partir de Ndélé en passant par Birao avant d'atteindre Amdafogo à la frontière centrafricaine. Nous savons que le désenclavement a été à l'origine de problèmes que nous avons subis et que nous continuons, dont les effets se font encore ressentir au niveau de notre pays. Alors, monsieur le ministre, à quand le lancement de ces travaux de réhabilitation? Mais apparemment, vous ne suivez pas l'actualité, monsieur. Vous ne suivez pas l'actualité. C'est depuis l'année dernière que ce chantier a déjà commencé. Nous sommes à 80 km. Alors, je change la question. Vous me donnez l'opportunité peut-être d'en parler davantage. Vous me donnez l'opportunité. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet a commencé depuis Ndomété pour aller. C'est le PCR. D'abord, ça c'est un projet sur le financement de la Banque mondiale. Le PCR qui a eu le financement déjà de la route Ndomété, Bamingui-Ndélé. Nous avons réceptionné, je l'avais dit à l'entame de mes propos, nous avons réceptionné. Et nous avons aussi démarré les travaux pour le deuxième volet. Ça, c'est sur le financement PURIC. Le PURIC, c'est un projet aussi de la Banque mondiale qui finance cette activité. C'est à peu près 600 km si nous devons aller jusqu'à Amdafok. Ce projet, nous avons acquis du matériel neuf pour consacrer à la création de cette route. Parce que c'est des nouvelles routes que nous sommes en train d'ouvrir. Ce n'est pas des anciennes routes que nous réhabilitons. C'est la route nationale 8
qui est totalement, qui a disparu. Hein. Donc, ça, où les travaux de dégagement évoluent. Nous sommes pratiquement aujourd'hui, je crois, si je m'abuse, nous sommes à 60 km parce qu'on avait commencé l'année dernière et à cause de la saison pluvieuse, nous avons dû arrêter et nous avons repris les travaux il y a 2 mois. Bon, nous éprouvons quelques difficultés aujourd'hui pour la mobilisation du personnel dédié à cette importante activité. Nous sommes à pied d'œuvre pour que l'ONEM qui met le personnel à la disposition puisse mobiliser tous les conducteurs des engins et autres pour qu'ils reprennent consciencieusement ces travaux pour pouvoir progresser. Donc les travaux ont déjà commencé, c'est vrai. Peut-être vous attendez un lancement officiel. Je vous annonce que nous allons faire ce lancement officiel. Nous allons commencer par le CT13, je crois que sous peu nous allons faire le lancement officiel, bien que les travaux ont déjà commencé. Donc voilà. Merci pour l'information. Monsieur le ministre, le temps qui nous est donné pour cette entrevue avec vous est presque imparti. Mais avant de lever l'encre, nous avons une dernière question. Nous savons par le passé que les unités des travaux publics étaient basées dans les préfectures et les chefs-lieux pour permettre à ce qu'il y ait des aménagements de routes sur place. Aujourd'hui, avec la politique de décentralisation et de la régionalisation, sous la vision politique du président de la République, chef de l'État, est-ce qu'on peut espérer que ces services soient réactivés pour le bonheur du peuple centrafricain? Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour que je puisse déjà situer l'auditoire sur cet aspect de choses. Voyez-vous, dans le passé, nous avons ce qu'on appelle les subdivisions TP, donc cette décentralisation. Et jusque dans les années 2000, je crois, quand nous avons amorcé nous avons accepté le projet sectoriel du transport, le PST. Nous avons accepté parce que les autorités de l'heure ont succombé aux injonctions de nos partenaires techniques pour restructurer tout ce secteur. Voilà. Donc c'est ce qui a donné lieu, dans les années 80-81, a donné lieu par exemple d'abord dans un premier temps à la création du fonds routier. La création du fonds routier qui était la structure qui était chargée de financer. C'est une structure fiduciaire qui doit mobiliser les ressources et pour permettre de financer l'entretien routier. Et après, ça a évolué de 80 en 2005, ça a changé pour devenir le fonds d'entretien routier. Au lieu que ça soit un fonds de contrepartie, ce fonds est destiné à l'entretien de route, le fonds d'entretien. Et à l'époque, les partenaires ont pensé que l'État n'était pas outillé pour pouvoir entretenir les routes. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'ils avaient tort. Ils ont tort parce que la vision qu'ils ont voulu, enfin qu'ils ont imposée, c'était de décentraliser et qu'il n'y ait plus de division. Et on a créé, qui a donné lieu à la création de l'Office national du matériel. L'Office national du matériel était au départ dédié à l'entretien et à mise à disposition du privé. Parce que pour les partenaires, ils pensaient que c'est un secteur qui doit être pris en charge par le secteur privé. Mais comme le secteur privé est pratiquement inexistant dans ce domaine, du coup, quand il y a des marchés d'entretien de route, on ne trouvait pas les entreprises capables de pouvoir répondre aux exigences des appels d'offres. On était obligé de se retourner vers l'Office national du matériel qui maintenant, au lieu de se consacrer à la location du matériel, est aussi rentré dans l'annonce pour pouvoir faire les travaux pour le compte de l'État. Et comme l'appétit vient en mangeant, l'ONEM a progressé. Comme s'ils sont spécialisés aussi dans, pas seulement dans l'entretien, maintenant dans l'ouverture des routes. Et puis maintenant, vous voyez bien que c'est l'ONEM, avec le partenariat d'une entreprise chinoise qui s'est spécialisée dans les travaux d'enrobés dans la ville de Bangui. Donc, voyez-vous, c'est un peu cela. C'est pour dire quoi? C'est que chaque fois que les partenaires viennent discuter avec nous, que nous ayons des compatriotes capables de voir l'aspiration du peuple, que nous travaillons selon notre vision. Aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire. Dans tous les actes que nous posons, nous essayons de traduire au mieux la vision du chef de l'État. D'ailleurs, nous sommes dans la 7e République où nous revendiquons la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est l'aspiration du peuple, c'est l'aspiration, c'est notre vision que nous devons nous faire accompagner par les partenaires. Les partenaires ne doivent pas venir nous imposer comme la vision. C'est à nous
d'imposer, de pouvoir convaincre la justesse de nos vues. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et ça marche, justement, ça marche. C'est cela, ça a marché. Nous avons vu l'expérience que les routes étaient constamment entretenues. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est au niveau de l'entretien de routes. Vous voyez que maintenant, on crée les routes, mais on n'a pas les moyens de les entretenir. Pourquoi on n'a pas les moyens de les entretenir? Parce que le fonds d'entretien routier qui était chargé de collecter les redevances d'usage routier et qui permettait de donner la possibilité d'entretenir les routes. J'allais vous donner un peu les statistiques, tout ce que, par exemple, dans le cadre de 2000 à 2000, des années 2000 à 2012, tout ce que le fonds routier a pu financer sur la collecte, sur les fonds, les recherches, quand ça marchait. Mais voyez-vous, avec la restructuration que nous avons connue sur le plan des finances publiques, on a décidé l'unicité de la caisse et la route se retrouve dans la caisse du Trésor. Du coup, le fonds d'entretien routier ne dispose plus de ressources. Ça pour permettre d'entretenir les routes. Le problème est si simple. Alors donc aujourd'hui, nous sommes en discussion avec ces partenaires pour qu'ils prennent conscience que là où les indications, que les recommandations ou les conditionnalités, comme on le dit, et qui nous ont imposées, qu'ils aillent toucher du doigt la réalité, les conséquences du terrain. Mais à ce sujet, je peux vous dire que c'est en bonne voie parce que j'ai fait beaucoup de plaidoyer dans ce sens. Et aujourd'hui, les gens qui voient la nécessité. Bon, il ne faut pas aussi qu'on se dédouane en totalité parce qu'il y a un problème de gouvernance aussi qu'il faut reconnaître au niveau par le passé du fonds d'entretien routier qui fut un moment aussi a été la vache à lait de certains régimes qui sont succédés ici. En tout cas, monsieur le ministre, sans vous couper la parole, le temps nous est imparti. Cette entrevue devient de plus en plus enrichissante pour nos publics. Malheureusement, cette émission est limitée dans le temps et dans l'espace et nous espérons vous revoir très prochainement sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale pour creuser davantage sur tous les projets mis en chantier au sein du département dont vous avez la charge pour aménager les routes au bénéfice du peuple centrafricain. Mais avant de se séparer, est-ce que vous avez un dernier message clé à lancer à l'endroit de vos compatriotes à l'entrée de cette 7e Non, ce que je voulais dire, c'est dommage qu'on attende qu'on organise ce type de travail. Ça devait être on devait entretenir un dialogue permanent avec vous, avec le peuple, pour essayer de communiquer autour des réalisations. On ne doit pas, d'ailleurs c'est le vœu que nous avons émis avec certains collègues pour qu'on puisse organiser au niveau de la télévision, la station, la télévision, la radio, des émissions assez régulières pour qu'on puisse venir communiquer avec le peuple sur les réalisations. Parce que on pose en ce qui concerne le ministère de l'équipement dont j'ai la charge, ce sont nos œuvres qui parlent pour nous. Parce que on n'a pas besoin, c'est pas la philosophie ou c'est l'économie, non. Ce sont les œuvres, c'est les actes que nous posons, ce que vous voyez dans la ville, qui parlent, qui plaident pour nous. Mais nous devons aussi sensibiliser les gens sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas abordé le problème de dégradation prématurée de nos routes. On aurait pu en parler. Pourquoi? Parce que c'est des actes, c'est l'incivisme de nos populations, surtout les transporteurs. Les transporteurs au vu, et puis les autorités décentralisées qui sont chargées de veiller à la réglementation, au respect de la réglementation. Quand vous voyez devant vous un camion qui vient, qui doit transporter 30 tonnes, devant vous, il va transporter 2-3 camions pour atteindre 80 tonnes et utiliser. Mais parce que entre temps on vous a payé 25 000 francs. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Comme je le disais, nous sommes limités par le temps et donc je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, auditeurs que vous étiez dans l'émission Parole au gouvernement consacrée au bilan des 2 mandats du président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce double plateau le ministre en charge de l'équipement et des travaux publics, M. Eric Mathieu Rokosé Kabo. Voilà, rectificatif. Et avec le membre du gouvernement, nous avons passé en revue les grands projets mis en œuvre sous son leadership pour qu'aujourd'hui on arrive à des résultats satisfaisants en ce qui concerne l'aménagement de routes. Nous étions 3, bien entendu, pour animer cette émission. Majorine Ngongo, journaliste présentatrice à la télévision centrafricaine. Éloi Belongo, journaliste.
Bienvenue Bisayo, journaliste, présentateur, réalisateur, directeur général de Télécentrafrique. Et rappelons que cette émission est conçue par le ministre en charge de la communication et des médias en sa qualité de porte-parole du gouvernement, avec le soutien indéfectible de ses deux chargés de mission, en l'occurrence M. Tita Samba et Dieudonné Mbokoli. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez éventuellement retrouver l'intégralité de cette entrevue sur notre page Facebook et le site du gouvernement. Restez de notre, car dans une fraction de minute seulement, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. C'est tout de suite.